Bonjour, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous raconter comment on a transformé avec Éric Courteil une entreprise qu'on a reprise en juin 2014 et qui était donnée pour morte. Elle avait en effet été disruptée 2 fois, une fois par le fast retailing et l'émergence des Zara, Mango, H&M, Eco, qui renouvelaient leur collection en permanence, alors que la Redoute, c'était un gros catalogue et une collection par saison. Et elle avait été disruptée également en fait, par les e-commerçants qui apportaient du prix et du service pas cher du tout, voire gratuit. Et donc en fait là, je vais vous raconter l'histoire de comment on transforme une entreprise de la vente par correspondance aux correspondances digitales. Donc la première chose qu'on a faite avec Éric, c'est d'écrire une vision pour l'entreprise. Donc vous avez vu ce petit film, il résume en fait la vision. C'est quand on a partagé avec l'ensemble des équipes cette vision qu'on a conçu ce film. Et la vision est relativement simple. C'est de rendre accessible le style à la française en mode et en décoration à chaque femme et de contribuer au bonheur en fait, de ces femmes. À côté de la vision, ce qui a été très important, ça a été le travail en fait, sur la culture de l'entreprise. Parce qu'une vision, c'est le chemin, c'est là où on veut aller. Et finalement, donc ça veut dire qu'il faut mettre l'entreprise en mouvement, les collaborateurs en mouvement. Et quand on se met en mouvement, c'est toujours assez anxiogène. Donc l'essentiel, c'est de comprendre sa culture, son ADN, d'où on vient. Parce que ça, c'est le point fixe. C'est ce qui ne change pas. C'est ce qui était vrai hier, c'est ce qui est vrai aujourd'hui, c'est ce qui sera vrai demain. Et donc on a fait un travail sur notre culture d'entreprise, qui on était et quel était notre ADN. Et donc on a identifié en fait cet ADN. Qui, pour la Redoute, vous l'avez vu, on vient de la filature et on est passé au catalogue, pour nous, était tisseur de liens. Donc, c'est comment, en fait, on a tissé des liens tout au long de ces années avec nos clients. Et ça, c'est quelque chose qui reste immuable, qui était vrai hier, qui est vrai aujourd'hui, qui sera vrai demain. Ensuite, c'est créateur de tendance. La Redoute, c'est 80% du chiffre d'affaires réalisé avec des collections développées et conçues en propre. Donc ça, c'est un atout formidable de l'entreprise. Et finalement, on a toujours su créer et développer en fait, des tendances avec nos designers internes. Et le troisième en fait, élément de l'ADN, de l'atome primitif en quelque sorte de la Redoute, c'est le fait d'être porteur d'influence. La Redoute en fait, a toujours su se réinventer, a toujours su en fait, avoir un rôle dans la société. Je vous passe le 48 heures chrono. Je vais vous expliquer la carte Kangourou, qui est en fait une carte de crédit qui a donné en 69 l'accès au crédit aux femmes sans qu'elles aient besoin de la signature de leur mari. Donc on a ces 3 éléments-là dans notre ADN et c'est les 3 éléments finalement, c'est le point fixe autour duquel l'ensemble de l'entreprise s'est fédéré pour pouvoir en fait aller de la vente par correspondance aux correspondances digitales. Après la vision, après la culture, on a élaboré un plan ambitieux, mais réaliste, qui était tourné autour de 4 axes principaux, qui étaient d'une part l'offre, parce que la Redoute, c'est un commerçant, c'est une marque, donc ce n'est pas un distributeur, c'est une entreprise qui conçoit des produits et qui a des valeurs et qui, en fait, rend accessibles ses produits à ses clients. On a ensuite travaillé sur le client et en particulier comment on allait changer notre manière de communiquer avec nos clients, le service bien entendu et ensuite la culture, l'humain qui est essentiel quand on a une transformation aussi massive à faire que celle de la Redoute. Donc je vais vous parler d'abord dans un premier temps excusez-moi, de l'offre. Donc cette offre, en fait, l'enjeu, c'était de remettre la Redoute dans le quotidien des gens. La Redoute, avec son catalogue, était finalement sortie du quotidien des gens, n'avait pas su finalement faire face à ces 2 disruptions du fast retailing d'une part et du e-commerce de l'autre. Et donc l'enjeu, c'était de remettre la Redoute dans le quotidien des gens et en premier lieu, au travers en fait, de son offre produit. Donc on a commencé, et ça dès 2009, à repositionner l'offre produit. C'est-à-dire de redéfinir quelle offre style, donc le style à la française, ce que ça voulait dire, comment on allait l'exprimer, comment on allait finalement affirmer une personnalité propre et cultiver notre différence. Parce que finalement, dans un monde où le digital rend tout accessible à tout le monde, finalement, l'enjeu d'une marque, c'est de cultiver sa différence et c'est de faire en sorte qu'elle ait un rôle à jouer et qu'elle apporte une solution à un problème. Donc le repositionnement de l'offre a démarré par la maison,
par l'offre décoration, qui à l'époque en fait était première session de budget avec PPR à l'époque, on m'a demandé en fait de fermer la partie maison. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. En fait, cette maison, elle a une capacité, ou cette enseigne, elle a une capacité à développer et créer des produits. On ne va pas fermer la maison. Donc, on a commencé à repositionner l'offre maison. Et aujourd'hui, finalement, quand vous regardez l'offre maison, à MPM ou Redoute Intérieur, on a réussi en fait à obtenir une désirabilité de cette offre maison au travers en fait du travail sur le style, du rapport qualité-prix et de l'offre produit. L'autre élément majeur, ça a été le renouvellement des collections. La VPC, c'était 2 catalogues par an, c'était 2 collections. Et l'essentiel, c'était de se remettre dans le quotidien des gens, donc finalement de leur proposer une vitrine en fait en permanence renouvelée. Qui a envie de passer devant une vitrine qui ne change pas en fait pendant 6 mois? C'est très embêtant. Donc en l'occurrence, on a démarré un travail pour en fait non seulement repositionner l'offre, mais également renouveler l'offre de manière plus fréquente. Donc là, elle est renouvelée tous les mois. Et après, on raconte des histoires qui nous permettent finalement, toutes les semaines, de proposer des nouveautés à nos clients. Mais ça a été un enjeu majeur dans, je dirais, le projet qu'on a écrit. C'était de repositionner cette offre, de la re-rendre désirable et de rendre ce style à la française accessible à l'ensemble des Français et de nos clients dans le monde entier. Ensuite, l'enjeu, ça a été de changer notre manière de communiquer avec nos clients. On avait ce gros catalogue, on était dans un système captif, fermé, et c'était une spirale en fait vers le bas. C'est-à-dire, en fait, c'était un modèle quantitatif où on envoyait en fait beaucoup de catalogues, mais le même catalogue à tout le monde. Et donc, en fait, on ne parlait à personne. Et tout l'enjeu a été en fait de transformer ce marketing qui était basé en fait sur du papier, sur un catalogue, vers un marketing personnalisé, digitalisé. Donc, au cours des années, on a réduit le poids du catalogue pour, en automne-hiver 2015, complètement arrêter ce catalogue et passer en fait à des formats beaucoup plus petits. On n'a pas arrêté le média papier, mais en fait, on a arrêté ce gros catalogue mythique que je pense chacun d'entre vous dans cette salle connaît. Donc ça a été un enjeu majeur, parce que le catalogue, en fait, vous devez vous imaginer que c'était la colonne vertébrale de l'entreprise. C'est comme si, du jour au lendemain, Carrefour se disait « j'arrête en fait les hypermarchés ». Ça ne marche pas. Ça se fait de manière progressive. Donc on l'a fait de manière progressive. De 2010 à 2015, on a réduit en fait la taille du catalogue. On a appris, parce que comme on achète nous-mêmes et on conçoit nous-mêmes nos collections, on a appris en fait à réajuster nos budgets d'achat et à réajuster le nombre en fait de produits dont on avait besoin pour faire le chiffre d'affaires. Et on est passé en fait d'un poids du catalogue de 75% à un poids du catalogue ou du média papier aujourd'hui de 25% dans notre mix en fait des investissements commerciaux. Et en même temps, on a divisé nos investissements commerciaux par 2. Donc en fait, on a fait un shift majeur dans notre manière de piloter finalement la manière dont on parlait à nos clients en basculant complètement sur les médias digitaux. Et on a fait un choix assez fort qui était finalement l'argent qu'on désinvestissait sur le papier et qu'on réinvestissait sur le digital et sur les réseaux sociaux, on le réinvestissait que sur du recrutement. En fait, en gros, on avait perdu tant de clients au cours des années avec ce catalogue, ce système captif et une offre et un service qui n'étaient plus au rendez-vous, que l'enjeu majeur finalement c'était de reconquérir ces clients qui s'étaient détournés de la Redoute, voire en fait aller capter des cibles plus jeunes et des cibles en fait qui ne connaissaient pas encore la Redoute. Et le troisième élément, je vous ai dit, un élément important de notre ADN, c'est le fait d'être tisseur de liens. C'était finalement, d'une part, sur l'offre maison qui avait une très faible notoriété et par ailleurs, en fait, en gros, est un achat assez impliquant, c'était finalement de trouver un moyen de donner de la notoriété à ce travail qu'on avait fait sur le repositionnement de l'offre maison et également, je dirais, de pouvoir être en proximité de nos clients, comprendre finalement comment ils réagissaient à cette offre et leur apporter du conseil. Donc on a lancé ce qu'on appelle, nous en interne, des showrooms connectés ou des boutiques connectées. Donc c'est des petites surfaces de 150 à 300 mètres carrés maximum, dans lesquelles on expose mais une toute petite partie de la collection maison,
mais qui permet finalement de démontrer des styles, des ambiances, le rapport qualité-prix-style de la collection, et surtout, je dirais, d'apporter conseil à nos clients. Et tous les vendeurs ou tous les conseillers en boutique connectée sont équipés de tablettes qui donnent accès à l'ensemble de l'offre du catalogue maison de la Redoute et peuvent conseiller les clients et apporter finalement leur expérience et leur connaissance en fait, du produit aux clients. Et le fait est que dans ces boutiques connectées, en fait, 10% du chiffre d'affaires est réalisé en boutique, donc avec des produits à emporter, et 90% du chiffre d'affaires est réalisé d'une manière digitale, c'est-à-dire que le client réalise avec le vendeur un achat à partir en fait, du catalogue qu'il avait à disposition sur sa tablette. Et ça a été un élément très très fort. Ça nous a permis de développer en fait notre chiffre d'affaires. Et un des enjeux en fait futurs de la Redoute, c'est de développer ces boutiques connectées ou ces showrooms connectés pour finalement tisser des liens avec ses clients, rendre notre offre accessible et pouvoir en fait pousser les ventes sur le digital. Le troisième élément de ce projet qu'on a écrit avec les équipes et Eric Courteil, c'était le service, bien entendu. Parce que qui dit commerçant dit bien sûr une offre, la connaissance de son client, mais aussi un service d'excellence. On a longtemps été, je dirais, en avance sur le service. Et le fait est que les e-commerçants arrivant sur le marché et cherchant finalement à passer les barrières à l'entrée, ont rendu un service qui était cher chez nous et plus très bon, finalement gratuit, et ont, au fil des années, en fait, amélioré ce service. Donc on avait un enjeu majeur d'investir dans un entrepôt qui nous permettait finalement de répondre à tous les enjeux des e-commerçants, c'est-à-dire comment finalement je facilite la vie de mes clients et comment je fais en sorte que ça soit plus simple, plus rapide pour lui et moins cher finalement de commander de chez lui ou de là où il est, au lieu en fait d'avoir à se déplacer en boutique en ville. Et finalement, c'est le service qui nous permet de répondre à ça. On a investi plus de 50 millions d'euros dans un nouvel entrepôt complètement en fait automatisé qui nous permettra à terme de livrer en fait nos clients le jour même, voire en 24 heures pour toute commande passée après jusqu'à 20 heures. Excusez-moi. L'autre enjeu de service, c'est la personnalisation. C'est-à-dire, en fait, en gros, le tout n'est pas d'aller vite et de livrer en fait, son client le plus simplement et le plus rapidement possible. C'est aussi finalement de connaître son client et de lui offrir en fait à la fois une offre, mais aussi des contenus et un service personnalisé. Donc on a investi énormément dans cette partie-là. On s'est équipé d'une équipe data qui aujourd'hui compte plus de 15 personnes et qui est amenée finalement à croître encore l'année prochaine, et qui est en train d'adresser les sujets, je dirais, de base de la personnalisation et de se préoccuper aussi des sujets d'intelligence artificielle pour pouvoir accompagner en fait l'évolution des usages, notamment l'émergence des assistants personnels comme Google Home ou Alexa. Et le dernier élément de ce projet de transformation massif de l'entreprise, qui a vraiment en fait finalement pas laissé une pierre comme elle était et pas un métier comme il était, c'était l'humain. Donc je vous ai dit, la première étape de l'humain quand on travaille une transformation de ce type-là, c'est déjà de savoir qui on est, d'où on vient. Ça c'est extrêmement important parce que c'est finalement le point d'accroche en fait, que tout le monde a et qui permet finalement de mettre en mouvement l'entreprise. Et la Redoute, vous avez dû le lire en fait, dans la presse en 2014, ça a été largement relayé. Je vous disais, aucun métier n'est resté le même, mais on a aussi réduit de moitié les effectifs en France. Donc il y avait un vrai sujet en fait, de comment finalement j'embarque la moitié des équipes qui restent, comment j'arrive à attirer des talents, parce que finalement, c'est pas très sexy, une entreprise en fait, qui est au bord du gouffre, qu'on donne pour morte, comment on fait en sorte que des équipes talentueuses rejoignent la Redoute. Donc on a eu un gros projet sur l'humain. Donc c'est passé par l'actionnariat salarié. Eric Courteil et moi-même, on a pu reprendre l'entreprise pour 1 euro symbolique. Et donc on a ouvert le capital de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs en leur donnant accès à l'entreprise aux mêmes conditions auxquelles nous, on avait eu accès à cette entreprise, donc c'est-à-dire pour 1 euro symbolique. Ça a été extrêmement important et fédérateur. Et finalement, le fait de se dire, en gros, on a un enjeu majeur
On va se donner les moyens pour y arriver. Et si on y arrive, et si finalement ensemble on a du succès, on aura non seulement la fierté, mais on pourra aussi bénéficier des fruits en fait de ce succès. À côté, je dirais, de l'ouverture du capital de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs, qui a permis finalement de changer la relation des collaborateurs à l'entreprise, il y avait bien entendu aussi les modes de fonctionnement. C'est-à-dire que l'entreprise était, en fait, quand je suis arrivée à la Redoute en 2008, la mairie de Lille m'accueille et me dit « Bienvenue dans la plus grande administration du Nord ». Donc en fait, il y avait vraiment un gros travail à faire. Je suis arrivée dans mon bureau, il y avait mon nom en fait sur le bureau. Vous pouvez vous imaginer. Il manquait juste la sonnette en fait, comme en fait dans l'administration dans les années 70. Donc il y avait un énorme travail pour changer la culture de l'entreprise, pour rendre cette entreprise en fait vivante, qu'elle s'ouvre sur l'extérieur, parce qu'elle avait longtemps elle avait longtemps eu énormément de succès et finalement elle s'était recentrée sur elle-même et oublié qu'il y avait un monde à l'extérieur qui bougeait. Donc tout l'enjeu a été d'ouvrir finalement l'entreprise sur l'extérieur, les collaborateurs sur l'extérieur, a été de rentrer dans un mode de fonctionnement plus, je dirais, collaboratif. Et pour ce faire, on a aussi déménagé en fait de siège, c'est-à-dire qu'on est passé sur un siège, c'était juste en face de la route, mais bon, ça nous a quand même permis de faire une évolution majeure, où en fait l'ensemble des collaborateurs est dans des bureaux ouverts, donc y compris Eric Courteil et moi-même. On a des espaces en fait où les équipes peuvent communiquer, échanger, et ça peut vous paraître bateau, mais c'est extrêmement important finalement, accompagner l'espace de vie et de travail pour en fait changer une culture d'entreprise. Et l'enjeu, ça a été aussi l'agilité. Donc, c'est-à-dire qu'on a, d'une part, travaillé avec les équipes pour finalement avancer au pas de charge, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour transformer cette entreprise. On avait en tout et pour tout 4 ans, on avait réussi à récupérer la modeste somme de 500 millions d'euros avec Eric Courteil. Mais finalement, ces 500 millions d'euros, ils n'étaient pas éternels. Et donc, finalement, il y avait cette transformation à mener en 3 ans. Donc l'agilité était extrêmement importante, la rapidité était extrêmement importante. Donc on s'est appuyé aussi sur un réseau de start-up pour pouvoir finalement avancer et aller plus vite sur certains sujets. Au lieu de tout faire avec nous-mêmes en interne, on s'est ouvert et on s'est appuyé finalement sur l'extérieur, sur des savoir-faire qu'on trouvait à l'extérieur. Et aujourd'hui, ces savoir-faire, on est en partie en train de les réinternaliser, comme par exemple la data que je vous expliquais tout à l'heure. Mais finalement, ça nous a permis d'aller plus vite et d'accélérer. Et je pense que ça, c'est essentiel quand on transforme une entreprise de fond en comble comme on l'a fait. Une très belle histoire de transformation numérique, on l'aura compris. Merci beaucoup Nathalie Ballas. S'il y avait un mot à retenir sur cette expérience,